Bon, il faut savoir que les adénopathies cervicales, c'est un motif de consultation qui est très fréquent. Elle est très fréquente chez tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou bien spécialistes. Souvent, lorsqu'on parle d'une adénopathie, l'adénopathie peut intéresser plusieurs territoires. Mais là, on est en train de parler de territoire cervical des adénopathies qui intéressent notre spécialité. On sait très bien que le cou est un organe, bien sûr, au niveau du cou, siègent plusieurs chaînes lymphatiques. On a vu ça lorsqu'on a étudié l'anatomie du drainage cervico-facial. Le cou est un territoire qui est connu par une richesse de drainage lymphatique. Et du coup, donc cette richesse anatomique de drainage lymphatique explique cette fréquence des adénopathies qui intéressent ce territoire cervical. Et donc, lorsqu'on parle d'une adénopathie cervicale, tout simplement, d'abord, c'est quoi la définition d'une adénopathie cervicale? C'est une hypertrophie d'un ganglion. C'est une hypertrophie pathologique du ganglion. Donc, cette hypertrophie pathologique du ganglion peut être réactionnelle à plusieurs phénomènes. Ça peut être un phénomène inflammatoire, ça peut être un phénomène infectieux, c'est un phénomène tumoral. La hantise du médecin, c'est de passer à côté d'une adénopathie d'origine tumorale, d'origine métastatique. Et c'est pour cette raison, il faut oublier ce terme de biopsie qui est malheureusement en train de circuler entre les médecins. Oubliez carrément ce terme de biopsie. La biopsie, c'est un geste criminel devant une adénopathie cervicale, tant qu'on n'est pas sûr de sa nature histologique. Pourquoi? Parce qu'aller une biopsie sans avoir des arguments cliniques et paracliniques de sa nature peut exposer au problème de la rupture capsulaire. Vous allez réaliser une rupture capsulaire et cette adénopathie métastatique va infiltrer les parties molles. Et vous allez donc transformer le stade de la tumeur du patient de T1 carrément au T4. Du premier stade au quatrième stade, et donc vous allez réduire les chances de guérison pour ce patient. Un simple geste peut carrément transformer le destin du malade. Et donc il ne faut jamais avoir cette main facile pour biopsier une adénopathie tant qu'on n'est pas sûr de sa nature anatomique. Ça, c'est le premier message à passer. Le deuxième message à passer devant une adénopathie métastatique, c'est que une hypertrophie ou une tuméfaction qui siège au niveau du cou n'est pas systématiquement une adénopathie cervicale. Ça veut dire que cette tuméfaction cervicale peut être d'autres origines. Ça peut être aussi d'origine vasculaire. Et à la biopsie, une malformation vasculaire, c'est le saignement cataclysmique. Et donc, ce sont des arguments pour lesquels il ne faut pas toucher une tuméfaction cervicale tant qu'on n'a pas fait notre bilan clinique et paraclinique. Autre chose, une adénopathie cervicale peut être, ou bien peut s'installer soit d'une manière aiguë, brutale, et dans la plupart des temps, elle est réactionnelle à un foyer infectieux, ou bien c'est une adénopathie qui s'installe d'une manière progressive et qui dépasse un certain délai de 3 mois, 2 à 3 mois. Et là, on est devant une adénopathie cervicale chronique qui a aussi ses causes. Et donc, toujours, il faut raisonner de la même manière. Dès qu'on a une adénopathie cervicale, il faut se comporter de la même manière. Il faut examiner et réexaminer votre patient. Et il faut demander aussi des examens complémentaires avant de toucher cette adénopathie. Parce qu'à la fin, le traitement d'adénopathie doit s'inscrire dans une conception générale qui intéresse la maladie et pas la biopsie. Et donc, dans les examens complémentaires, on va voir qu'il n'y a aucun examen complémentaire qui permet de confirmer la nature de l'adénopathie, sauf l'examen histologique qui a quand même ses règles. Et donc, oubliez ça, je l'ai écrit en rouge, oubliez ce terme de biopsie.
Si on vous parle de la biopsie ganglionnaire, il faut bannir ce terme de biopsie ganglionnaire. Et il n'est pas utilisé actuellement. Les gens qui parlent toujours des biopsies ganglionnaires, c'est des gens qui ne sont pas à jour dans leur connaissance médicale. Et il n'y a pas de biopsie ganglionnaire, je le dis et je le redis. Pas de biopsie ganglionnaire tant qu'on n'est pas sûr de la nature histologique. Il y a deux modalités, ou bien il y a deux situations. Là, on pourra avoir recours à la biopsie. Soit on est devant une adénopathie qui a déjà envahi le plan cutané, et dans ce cas-là, vous pouvez biopsier parce que ça ne va rien changer, parce qu'on a déjà une infiltration cutanée, ou bien lorsqu'on est devant un lymphome, une adénopathie d'origine lymphoïde qui a été déjà diagnostiquée. Dans ce cas-là, on réalise une biopsie parce qu'on sait très bien que le traitement ne relève pas de la chirurgie, le traitement relève de la radiochimiothérapie. Ce sont donc les deux seules conditions là où on peut réaliser une biopsie. En dehors de ces deux conditions, jamais de biopsie. Et donc, pour mieux parler des adénopathies cervicales, il faut quand même dire un petit mot sur l'anatomie du drainage lymphatique. Et on sait très bien que le drainage de la tête et du cou est un drainage lymphatique qui est très riche. On peut le diviser en deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le cercle ganglionnaire péricervical de Cugnot. Vous le voyez ici, c'est un groupe de chaînes lymphatiques, plusieurs groupes lymphatiques qui sont disposés d'avant en arrière le long de la branche horizontale de la mandibule. Au niveau de la partie toute supérieure du cou, à la manière d'un collier, c'est un collier, on appelle ça le cercle ganglionnaire péricervical du Cugnot, qui est constitué par 6 groupes ganglionnaires allant d'avant vers l'arrière, et le groupe sous-mental, il y a le groupe sous-maxillaire, il y a le groupe génien, et il y a le groupe parotidien, le groupe mastoïdien et le groupe occipétal. Donc ce sont les 6 groupes ganglionnaires qui constituent le cercle ganglionnaire du Cugnot. À côté de ce collier ganglionnaire, on a des chaînes lymphatiques cervicales qui ont une disposition verticale. Et dans cette région-là, on parle des 3 fameuses chaînes. C'est la chaîne jugulaire interne, la chaîne spinale et la chaîne cervicale transverse qui constituent entre elles un triangle, c'est le triangle de Rouvier. Voilà, donc le triangle de Rouvier, vous la voyez ici, avec un côté antérieur qui est représenté par la chaîne jugulaire interne qui est divisée en 3 sous-groupes. Il y a le groupe supérieur, le groupe moyen et le groupe inférieur. Vous avez la chaîne spinale, c'est un magma de ganglion qui est disposé le long du nerf spinal. Et enfin, la chaîne cervicale transverse, c'est un magma de ganglion disposé le long de l'artère cervicale transverse. Et donc, une adénopathie cervicale nécessite une démarche diagnostique. Pourquoi cette démarche diagnostique? Parce qu'à chaque fois, dans la médecine, à chaque fois on va réaliser quelque chose, que ce soit un examen clinique ou un examen paraclinique, on doit se poser la question à l'avance. Pourquoi? Pourquoi on va faire ce geste? Pourquoi on va demander cet examen complémentaire? Et donc la démarche diagnostique devant une adénopathie cervicale s'impose pour plusieurs raisons. 1. Pour confirmer qu'il s'agit quand même d'une adénopathie cervicale et pas autre chose. Parce que la tuméfaction cervicale, on va la voir, peut être d'origine en dehors du drainage lymphatique. Ça peut intéresser d'autres éléments anatomiques. Ce n'est pas toujours une adénopathie cervicale. Donc ça, c'est le premier objectif. On doit s'assurer qu'on est devant une adénopathie cervicale par un examen clinique ou bien par un examen paraclinique. Deuxième objectif de cette démarche diagnostique, c'est de faire la part entre une adénopathie brutale, aiguë, d'installation aiguë, et une adénopathie d'installation progressive, et donc c'est une adénopathie chronique. Parce que chaque type d'adénopathie a des étiologies données. Et là, on peut le connaître à travers l'interrogatoire minutieux du patient. C'est-à-dire, on va étudier l'évolution et le mode d'installation de cette adénopathie. C'est juste à l'interrogatoire, donc la réponse est donnée à l'interrogatoire du patient.
on peut s'assurer qu'on est soit devant une adénopathie aiguë, ou bien on est devant une adénopathie chronique. Troisième objectif de la démarche diagnostique, c'est de mettre en place cette adénopathie dans un contexte clinique donné. Pourquoi? Parce que ce contexte clinique a une valeur d'orientation étiologique. On va aller chercher le maximum de renseignements, que ce soit à l'interrogatoire ou bien à l'examen clinique, pour encadrer cette adénopathie, pour l'inscrire dans un contexte clinique qui va nous aider à chercher l'étiologie. Donc ce sont les trois principaux objectifs de notre démarche diagnostique. Et donc comme toute démarche diagnostique, on va toujours commencer notre démarche diagnostique par un interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, je dis toujours que l'interrogatoire doit être un interrogatoire codifié, bien organisé et systématisé. On ne pose pas des questions au hasard, on ne pose pas des questions et on répète les mêmes questions, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on cherche. L'interrogatoire doit être planifié, il doit être codifié, et il doit être systématisé. Ça montre à la fois, et dans l'interrogatoire, vous pouvez avoir la confiance de votre patient ou non. Un médecin qui pose des questions anarchiques, du coq à l'âne, sans aucune systématisation, perd à l'avance la confiance de son malade dès le premier contact avant d'examiner le patient. Et donc il faut être serein, il faut poser des questions ciblées, et il faut toujours précéder votre question par une réponse déjà réfléchie. Parce que on cherche quand même des renseignements et on cherche quand même des réponses qui vont être structurées et qui vont nous aider pour faire notre démarche à la recherche de l'étiologie de ce motif de consultation. Et pour structurer votre interrogatoire, l'interrogatoire dans la médecine en général doit être scindé en 3 étapes. C'est un interrogatoire qui intéresse 3 temps. Pour ne pas demander des questions à droite et à gauche, donc cet interrogatoire doit être planifié en 3 temps. Le premier temps intéresse le patient, l'histoire du patient, les antécédents du patient. Il faut chercher son âge, il faut chercher les maladies, les antécédents des maladies de système, de tuberculose, du diabète. Donc tout ce qui intéresse la personne, il faut poser ces questions de ce sens. 1. L'âge. 2. Les antécédents de maladies, que ce soit le diabète, la tuberculose, les maladies de système. 3. La notion d'une radiothérapie antérieure. Est-ce que le patient a présenté un cancer, déjà un cancer, et donc est-ce qu'il a été déjà irradié ou non? Donc c'est le premier temps qui intéresse l'histoire du patient. Le deuxième temps, ça va intéresser votre motif de consultation, qui peut être la fièvre, ça peut être la douleur. Dans notre contexte ici, on parle d'adénopathie. Donc le motif de notre consultation, c'est l'adénopathie. Et donc le deuxième temps de votre interrogatoire va intéresser l'évolution et les circonstances de cette adénopathie cervicale. Et donc, la date d'apparition de cette adénopathie, le contexte d'apparition, les circonstances d'apparition, le côté de cette adénopathie, le nombre d'adénopathies, tout ce qui intéresse l'adénopathie, il faut le chercher. Le troisième temps de votre interrogatoire intéresse les signes associés. Parce qu'une adénopathie peut être associée à des signes cliniques. Et ces signes cliniques qui ont une valeur d'orientation. Parce que cette adénopathie, toujours devant une adénopathie, on doit chercher des signes associés. Et les signes associés sont de 2 sortes. Soit des signes locaux-régionaux qui intéressent la sphère ORL, ou bien ce sont des signes généraux. Les signes généraux, c'est la fièvre, c'est la douleur, c'est l'altération de l'état général. Les signes locaux-régionaux, ce sont des signes qui sont en rapport avec les organes de la sphère ORL. Des signes en rapport avec le nez, les signes en rapport avec l'oreille, les signes en rapport avec le larynx, les signes en rapport avec la cavité buccale. Et ces signes-là sont toujours expliqués par les fonctions des organes qu'on examine. Et donc vous pouvez avoir des signes rhinologiques, vous pouvez avoir des signes oropharyngés, des signes de compression, des signes... Donc, toujours 2 sortes de signes, signes locaux-régionaux et signes généraux. Et à la fin de votre interrogatoire, vous avez quand même une réflexion qui va vous aider pour la poursuite de votre démarche diagnostique. Déjà, c'est une réflexion
pour l'examen clinique. À partir de cet interrogatoire à la fin, donc vous devez faire une petite conclusion. Est-ce qu'on est devant une adénopathie cervicale avec des signes rhinologiques, et là, on va s'adresser au nez et au sinus, soit on est devant une adénopathie cervicale avec une dysphonie et une dyspnée, et là, on va donner beaucoup d'importance au pharyngolarynx. Donc déjà à ce stade, vous avez quand même une orientation vers l'organe qui peut être touché, qui peut être intéressé par cette adénopathie clinique. Et donc, la deuxième étape de notre démarche diagnostique, c'est l'examen clinique. Et dans l'examen clinique, on va commencer par deux choses. Donc, l'examen en général clinique d'une adénopathie cervicale va être scindé en 3 temps. Toujours, il faut réfléchir de la même manière. Il faut toujours systématiser votre raisonnement médical. La médecine se base toujours sur un raisonnement médical qui est fondé sur des principes et sur l'anatomie et la physiologie. On est devant une adénopathie cervicale. On a fait notre interrogatoire. Après l'interrogatoire, on est sorti par une réflexion donnée, par un organe qui peut être à l'origine. Et donc notre examen clinique va être quand même scindé. Un, pour l'examen du cou, parce qu'on est devant une tuméfaction qui intéresse le cou. Donc on va réaliser un examen cervical. Deuxièmement, on va examiner tous les organes de la sphère ORL. Et 3, on va compléter par un examen général. Lorsqu'on parle de l'examen général, c'est la palpation des êtres aires ganglionnaires, que ce soit les groupes inguinaux, sous-axillaires, et l'examen abdominal à la recherche d'une hépatosplénomégalie. Donc ce sont les 3 temps de votre examen clinique. Et on commence toujours par l'examen qui intéresse le motif de consultation. C'est une localisation cervicale, et donc vous devez commencer par l'examen du cou, l'examen cervical.